Levée des mesures anti-COVID, inflation galopante, élections au Québec et tensions internationales. L'année 2022 a été bien remplie. L'heure est maintenant au bilan. Nous avons un nouveau chef, the Honorable Pierre Poilievre. Quel est l'événement marquant des 6 derniers mois et quelle est l'erreur politique? Comme plusieurs d'entre vous, j'ai été déçu. Quel politicien a brillé? On a utilisé des mesures qui étaient proportionnelles et nécessaires. Lequel a échoué? There's no question about Chris Austin's promotion and endorsement of the Official Languages Act. Que devrions-nous surveiller l'an prochain? Le plus grand problème qu'on a, c'est un manque de personnel. Et que réservera le Père Noël à nos politiciens? Quelle devrait être leur résolution pour le nouvel an? Ici Daniel Thibault, dimanche 11 décembre. Bienvenue à cette édition spéciale des Coulisses du pouvoir, notre bilan 2022. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est devenu au fil des ans l'une de nos émissions préférées à préparer. Avant de quitter pour le congé des fêtes, quoi de mieux que de prendre une petite heure pour revenir sur les événements qui ont marqué le paysage politique des 6 derniers mois et anticiper un peu ce qui risque de retenir notre attention dans la nouvelle année. Et surtout, qui de mieux pour mener cet exercice que nos fidèles collaborateurs qui sont là chaque semaine. On les a pour 1 heure cette semaine. Alec Castonguay est animateur de Midi Info et Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine de l'actualité. Et Michel Cauger, qui nous rejoint virtuellement pour des raisons qui sont devenues évidentes au fil, après 2 ans de pandémie, et chroniqueur à La Presse et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va évidemment repasser une série d'événements qu'on a vus au cours des derniers mois et jeter un œil sur l'avenir. Mais avant de faire ça, on va jeter un œil sur ce que notre équipe a retenu comme élément significatif dans le courant de l'automne et on vous revient tout de suite après. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer des ajustements à nos mesures sanitaires. Ce sont les mots qu'attendaient depuis 2 ans des Canadiens assoiffés de liberté. Les gens qui voyagent le 23! Mais le système sclérosé est incapable de répondre à la demande. Ben voilà, les gens attendent dehors, ils campent, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau. Je suis vraiment désolée de voir que les Canadiens ont dû passer pour cette expérience. Une valise bleue. On appelle Air Canada, on n'a aucune réponse. C'est l'enfer. L'économie reprend de la vigueur et alimente l'inflation. En juin, elle atteint 8,4 % du jamais vu en 40 ans. Les taux d'intérêt augmentent, les prix des aliments et de l'essence aussi. Je suis serré pas mal, là. Mais au moins, je sais gérer mon argent, là, mais je suis rendu là. Notre économie va ralentir car la Banque centrale doit s'attaquer à l'inflation. En Ontario, Doug Ford est réélu. Now is the time to unite. En Colombie-Britannique, John Horgan tire sa révérence. My health is good, but my energy flags. En Alberta, Daniel Smith succède à Jason Kenney et promet de tenir tête à Justin Trudeau. We are finally telling the federal government, no more. Au Québec, François Legault mise sur la question identitaire et le déclin du français pour obtenir son second mandat. La nation québécoise, pour être forte, il faut protéger le français. Sinon, il y a des inquiétudes. La taxe orange place Québec solidaire sur la défensive. Moi, j'ai l'impression là, que c'est un peu comme de la magie. C'est un peu comme si vous étiez au pays des merveilles, M. Nadeau-Dubois. Laissez-la parler. C'est terminé? Laissez-la parler. Laissez-la donc parler 2 minutes. Merci. Merci. Les libéraux et le Parti québécois peinent à s'imposer. Votre planification mène au déclin le plus marqué de l'histoire du Québec en français. Ce soir, les Québécois nous ont dit « Continuons, ouais! » Au final, la victoire de la CAQ est écrasante. 90 des 125 sièges du Salon Bleu. Elle laisse dans son sillage une opposition décimée. La pire performance de l'histoire du Parti libéral. J'ai informé le président du parti ce matin de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. Et des conservateurs aux espoirs anéantis. Au moment où je vous parle,
On a très exactement le même nombre de votes que le Parti libéral du Québec, mais il nous manque 20 députés. Le décès de la reine Élisabeth après 70 ans de règne ramène sur la sellette la pertinence du serment au souverain. Le Parti québécois en fait une question de principe. J'ai eu un homme clair qui me disait que vous ne devez pas rentrer parce que vous n'avez pas prêté serment. Au roi d'Angleterre. Exactement. The Honourable Pierre Poilievre. À Ottawa, les conservateurs se choisissent un troisième chef en 7 ans. Le travail commence ce soir pour remplacer ce vieux gouvernement qui vous coûte plus cher et qui vous apporte moins. En Atlantique, le passage dévastateur de l'ouragan Fiona rappelle l'urgence de s'adapter à une nouvelle réalité climatique. Dans certains cas, ça voudra peut-être dire qu'on devra déplacer des gens qui sont dans des zones à risque. En Ukraine, les troupes russes s'enlisent. On ne va pas changer nos actions. Au contraire, on va redoubler nos efforts pour soutenir les Ukrainiens. Et les multiples allégations d'ingérence de la Chine au Canada soulèvent de vives inquiétudes. Le premier ministre devrait expliquer pourquoi il a échoué à protéger nos intérêts et notre sécurité. Souvenir d'un hiver mouvementé, la commission Rouleau ramène sur la sellette le convoi de la liberté. J'ai toujours trouvé que le peuple n'était pas assez entendu par nos élus. À ce moment-là, ça commençait à être pas mal clair que la situation était si urgente, avait une préoccupation que ça pourrait s'empirer et dégringoler. Et après les vaccins, les vacances, le retour à une vie plus normale. Le problème des urgences, il est à la grandeur du Québec. Et à l'aube d'un premier Noël déconfiné, la situation dans les hôpitaux offre un dur rappel. La crise n'est peut-être pas complètement terminée. Le paysage politique s'est transformé au cours des 6 derniers mois avec les élections au Québec, les mi-mandats aux États-Unis et l'arrivée en scène de nouveaux chefs de parti, de nouveaux dossiers chauds aussi. Ça a probablement inspiré nos panélistes pour ce premier tour d'échange. Je commence avec vous, Chantal, l'événement marquant des 6 derniers mois. Alors, j'ai pris le mot marquant pour l'événement changeant. C'est vrai qu'il y a eu des campagnes électorales, mais il n'y a pas eu de changement. Et donc, le plus grand changement dans le paysage, c'est quand même l'arrivée triomphale, pour ne pas dire triomphaliste, de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur. Oh, le mot est pas trop fort, effectivement. Alors, les deux allaient ensemble dans ce cas-ci. Pourquoi un événement marquant? Bien, d'abord, quand le chef de l'opposition officielle est remplacé, c'est toujours le début d'une série d'ajustements de la part de tous les autres partis et des premiers ministres provinciaux, mais surtout parce que ce chef conservateur, il arrive à un moment dans le cycle politique où, normalement, l'usure commence à avoir raison de la capacité du gouvernement sortant de se faire réélire. 3 mandats, c'est beaucoup en politique canadienne. 10 ans, c'est à peu près le bail normal. Donc, Pierre Poilievre, c'est un adversaire que Justin Trudeau a besoin de prendre triplement au sérieux par rapport à ceux qui l'ont précédé. Effectivement. Alex, vous êtes d'accord avec Chantal? Oui, moi, j'ai choisi l'arrivée de Pierre Poilievre aussi. Puis, pour ajouter à ce que Chantal dit, je regarde attentivement sa stratégie depuis qu'il est en place, depuis le 10 septembre, notamment sa relation avec les médias. Vous savez, chacun des chefs qui... Des petits ajustements, hein? Non, mais chacun des chefs conservateurs, depuis Stephen Harper qui s'installe, se dit on va se passer des médias traditionnels, puis on va aller parler directement aux électeurs via soit les réseaux sociaux, soit des médias régionaux à l'époque de Stephen Harper. Il vient toujours un moment où on doit reconsidérer cette stratégie-là parce que la masse n'est pas nécessairement sur Twitter, elle regarde encore beaucoup les médias traditionnels ou les écoute. Et là, comme Pierre Poilievre va bouder les médias presque tout l'automne, et juste dans les dernières semaines, on recommence à se poser des questions au Parti conservateur. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Est-ce qu'il parle vraiment à monsieur, madame, tout le monde? C'est le fun d'avoir 3-4 000 likes sur Twitter, mais il n'y a pas beaucoup de gens sur Twitter qui vont changer d'opinion. Et donc, j'ai hâte de voir comment on va recalibrer, si on recalibre cette stratégie-là, parce que la plupart des chefs ont eu à recalibrer cette stratégie-là au Parti conservateur. Surtout dans l'opposition. M. Harper pouvait se permettre, quand il était premier ministre... tout le monde s'occupe de toi. Quand tu es chef de l'opposition, il faut que tu attires l'attention un peu. Puis pour l'instant, ça a été un automne qui n'a pas été flamboyant autant que sa victoire pour Pierre Poilievre. Même s'il est en avance dans les sondages, il n'y a rien d'acquis pour lui encore. Voilà. Michel, vous êtes allé de l'autre côté de la frontière. Oui, à cause des implications de ce côté-ci. C'est-à-dire que l'événement marquant, quant à moi, a été
quasi-victoire des démocrates ou la véritable défaite des républicains, appelez ça comme vous voudrez. Mais au Canada, une majorité des républicains dans les 2 chambres du Congrès, on aurait eu des problèmes avec ça. Ça aurait été une balade de législation qui aurait touché le Canada, qui aurait pu arriver. Là, avec un pouvoir divisé au Congrès, ça donne un gros répit au gouvernement canadien et aux gouvernements provinciaux de ne pas voir toutes sortes de folies arriver. Ouais, on a vu ce que ça a donné à l'arrivée de M. Trump, entre autres, et l'impact que ça peut avoir de ce côté-ci de la frontière, effectivement. La leçon politique de cette dernière moitié d'année, Alec, quelle est-elle, d'après vous? Que lorsque les fondamentaux sont solides, c'est-à-dire que ce n'est pas une élection de changement, peu importe ce qui se passe, les électeurs n'ont pas envie de changement. On peut donc perdre une campagne électorale, comme François Legault l'a perdu, ou gagner une campagne électorale, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois l'ont fait, et ça ne change à peu près rien au paysage politique. C'est-à-dire que quand les gens ont décidé que le gouvernement méritait d'être élu, soit parce que la gestion de la pandémie leur a entamé une partie du mandat, soit parce qu'on jugeait qu'ils avaient bien fait, parce que l'équipe nous plaisait davantage que celle des autres, même si on a 2 débats des chefs bien ordinaires, qu'on s'enfarge sur l'immigration, sur certains dossiers, les gens se disent « mon choix était fait ». Alors, ça prouve, tout à l'heure, Chantal parlait de 3 cycles électoraux à Ottawa, on est rendu au bout de 10 ans. Quand c'est une élection de changement, c'est extrêmement difficile d'y résister. L'inverse est aussi vrai lorsque les gens ont décidé qu'ils ne changeaient pas. Pas grand-chose qu'on peut y changer, même si les partis d'opposition font tout en leur possible pour y arriver. Michel, vous avez retenu aussi un élément dont on a beaucoup parlé durant l'élection québécoise. Et après, surtout, le mode de scrutin est démocratiquement incorrect, infect. Il ne reflète plus la situation politique réelle. Ça donne des gouvernements très forts. Ça ne donne pas nécessairement des gouvernements plus efficaces, par exemple. Alors, cette conversation-là sur le mode de scrutin, même si le gouvernement va essayer de l'étouffer le plus possible, elle est rendue dans la population, puis ça va continuer pour un bout, c'est sûr. Ouais. Mon Dieu, que cette conversation-là, tout le monde essaie de l'avoir, puis c'est compliqué. Et presque toujours, on dit qu'elle va rester un petit bout de temps, mais généralement, ça s'efface là-dessus. Mais je pense que la première phrase de Michel, on va la retrouver dans des publicités des partisans de la réforme électorale qui vont dire « Ah! » Moi aussi, j'ai trouvé ma leçon dans les élections politiques au Québec, mais en reculant un peu plus pour dire l'électorat francophone, franchement, n'a pas dans le moment d'appétit pour un retour à la polarisation souverainiste fédéraliste. Et sans égard à une campagne terne, François Legault a vraiment trouvé dans la zone grise nationaliste là, la zone de confort d'une pluralité d'électeurs. Et ça va être très, très difficile de casser ça parce qu'on le savait avant que c'était la zone de confort, mais il n'y avait pas de véhicule. Maintenant, il y en a un. Est-ce que la succession de M. Legault, un jour, il y en aura une? Je sais qu'il n'aime pas ça quand on dit ça, mais il n'est pas éternel. Est-ce qu'on va réussir à se tenir dans cette zone grise-là de façon efficace? Ça va être un gros point d'interrogation, mais pour l'instant, ça dit quand même quelque chose. C'est pas parce que M. Legault est si bon ou si existant que ça qui a gagné un 2e mandat, c'est parce qu'il est situé sur l'échiquier là où beaucoup de Québécois se retrouvent. Et quand il y a beaucoup de gens dans ce coin-là, d'habitude, c'est payant pour un parti électoral, effectivement. L'erreur politique, c'est fou comment la campagne québécoise a généré beaucoup de vos réponses. Michel, l'erreur politique... Oui, c'est un peu évident, vous le direz. Les 6 derniers mois. L'erreur politique, Michel? La taxe orange de Québec solidaire qui a stoppé tout net leur montée en plein milieu de la campagne. Et ça a créé des problèmes qui ne sont toujours pas résolus avec la classe moyenne, de gens qui disent, là, ces gens-là pensent qu'un propriétaire de duplex à Rosemont, c'est un millionnaire qui doit être taxé comme tel. Ça vraiment nuit au parti. Et tant qu'ils ne réussiront pas à rembobiner ce fil-là, et ils ne l'ont pas toujours pas fait, ils vont avoir des problèmes. Chantal? J'avais choisi la même chose pour exactement les mêmes raisons. À partir de ce moment-là, et l'élan de Québec solidaire, il y en avait au début, s'est retourné contre Québec solidaire. Et on a un peu l'impression qu'ils se sont dit 1 million, ça va frapper l'imaginaire. Puis c'est pas si long que ça de faire le total et de se rendre compte qu'en 2022, 1 million, ça n'a pas exactement le même effet sur les esprits qu'en 1990. Voilà. Alec, votre erreur politique?
J'en ai deux. Je les donne tous les deux à Dominique Anglade. D'abord, pour avoir fait campagne aux Îles-de-la-Madeleine et dans Ongava lors des derniers jours de la campagne électorale. Les dernières heures de la campagne, oui. Mettons qu'il n'y avait aucune chance de remporter ces deux circonscriptions-là. Avoir fait peut-être des tours dans Verdun, dans Laval, où on a perdu des circonscriptions par quelques voix seulement, aurait été plus payant pour Dominique Anglade. Je ne sais pas qui lui a conseillé ça. Mais on n'avait pas soit les bons chiffres, soit la bonne stratégie. Mais ça, c'est une erreur de campagne qui peut avoir coûté quelques sièges aux libéraux. Et la gestion de Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil, qui, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, voulait un poste. Peut-être qu'elle ne le méritait pas, je ne le sais pas, mais expulser une députée pour des raisons comme celle-là a créé tout un chaos et a précipité le départ de Dominique Anglade. Donc, ça n'a pas été pour elle, dans ces deux cas-là, très payant. Bon, je reste avec vous, Alec. L'événement, cette fois, aux conséquences qu'on a sous-estimées. Vous savez, le vol d'un dépliant peut mener à beaucoup de choses, notamment l'élection d'un chef de parti politique à l'Assemblée nationale. Donc, l'événement, je pense que c'est lorsque la candidate de Québec solidaire dans Camille Lorrain à Montréal s'est fait prendre la main dans la boîte aux lettres en retirant le dépliant du PQ et qu'on a été obligé de la sacrifier à Québec solidaire. On a ouvert la voie royale à Paul Saint-Pierre Plamondon pour se rendre à l'Assemblée nationale parce que les chiffres qu'on a vus le soir des élections montrent qu'il n'aurait probablement pas gagné Camille Lorrain si une candidate de Québec solidaire avait été encore en poste. Ça a fait en sorte donc qu'on est passé de 2 à 3 députés au PQ, mais surtout qu'on a la tête d'affiche du PQ, le chef en place, qui a permis ensuite d'attirer l'attention autant sur le serment au roi, entre autres. Automne, on pourra y revenir sûrement. Mais donc, un petit détail, là, un grain de sable dans une campagne électorale du côté de Québec solidaire a peut-être permis au Parti québécois, d'abord de garder leur chef, parce que pas de siège, c'est difficile, mais ensuite d'avoir une plus grande résonance qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. Donc, petit détail, mais qui a des grandes répercussions. Je ne dirais un petit moment de bulle au cerveau, là, puis là, tout d'un coup... On ne saura jamais combien d'ambitions à la succession de Paul Saint-Pierre Plamondon ont été écrasés du même coup. Et autres ambitions, parce que... Et là, je ne dis pas que c'était son ambition, mais il y a des gens qui voyaient Yves-François Blanchet passer du Bloc au PQ. Il y a des gens qui se voyaient s'installer comme calife à la place du calife à Ottawa. C'est tout un château de cartes. Et là, je ne suis pas en train de dire que Yves-François Blanchet se voyait à Québec. Mais... Il y a des gens qui le pensaient, en tout cas. Il y a des gens qui le pensaient. Il aurait été... On serait en train de parler de lui, là. Soit de son refus de faire ce passage-là, soit du fait que son passage va ouvrir la voie à quelqu'un d'autre à Ottawa. Tout ça pour un moment dépliant. Ça dure une fraction de seconde. Ouais, voilà, un petit moment et pouf, c'est un battement d'aile de papillon. Hein? Voilà. Michel, votre événement aux conséquences sous-estimées? N'oubliez pas qu'il y avait une caméra de surveillance. Oui. En plus, oui. Mais ça, il y en a de plus en plus des caméras de surveillance maintenant. Enfin. Ouais. Ce qu'il faut, les conséquences sous-estimées du 13 et 0 députés du Parti conservateur du Québec, c'est un électorat fragile, un électorat qui n'est pas toujours dans le débat démocratique. Et la façon dont on va jouer ça, et je ne dis pas qu'il faut donner à M. Duhem tous les privilèges qu'il demande, loin de là. Il n'y a pas de député, là. C'est quand même que le prix d'entrée au Parlement, ça. Mais quand même, il y a des gens qui vont sentir que le système ne marche pas pour eux, là. Et il faut faire très attention à ça. C'est un nombre conséquent, demi-million de personnes. C'est quelque chose dont on pourrait facilement sous-estimer les conséquences. On revient encore dans toute la question de la représentation puis de la réforme démocratique, du mode de scrutin. Chantal, votre événement? Je suis allée ailleurs, dans le départ forcé de Jason Kenney comme premier ministre de l'Alberta, parce que, quelque part, et ça va un peu dans le sens de ce que Michel vient de dire sur le demi-million d'électeurs qui ne se retrouvent pas dans les autres partis. Là, ce sont les électeurs qui ne se reconnaissent pas, même dans ce qui est le Parti conservateur pur, là, parce que Jason Kenney, c'était l'incarnation quand même, on ne va pas dire que c'était un libéral. Oui. Non, ce serait vraiment exagéré. Il y avait de l'expérience et il a été poussé dehors, entre autres, par le mouvement anti-mesures sanitaires. On ne se fera pas de secret. Et par des gens qui, à l'instar de certains des manifestants à Ottawa, pensent qu'on peut démolir le système actuel, installer un projet de loi pour déclarer que l'Alberta est souveraine et ne respecte pas les lois fédérales. Et ça a donné le premier ministre d'une province majeure au Canada, l'Alberta. Et là-dedans, il y a comme un message. Si vous ne canalisez pas ces énergies-là de façon plus constructive, ça risque de détruire, par exemple, dans ce cas-ci, le mouvement conservateur canadien. Voilà. À surveiller les élections qui s'en viennent ce printemps en Alberta. Ça va être intéressant d'en voir le résultat. Ça met la table à notre conversation. Dans quelques minutes, on jette un regard sur les performances bonnes et moins bonnes, parfois, de nos élus. Restez des nôtres.